Bien, alors nous arrivons à la fin de la leçon sur la guerre froide et nous allons comprendre ce qui a mené à la fin de cette guerre froide au cours des années 80, particulièrement à la fin des années 80 et au début des années 90. Dans les années 80, l'opposition entre les États-Unis et l'URSS reste évidemment très forte. La guerre froide continue par conséquent. Alors à la tête de chacun de ces pays, on va voir, les dirigeants ont changé. Aux États-Unis, le nouveau président, celui qui a été élu au début des années 80, il s'appelle Ronald Reagan. Et alors que les États-Unis ont connu au cours des années 70 des difficultés, notamment avec la guerre du Vietnam, eh bien Reagan veut montrer à nouveau la puissance des États-Unis. Et d'ailleurs, il va dire ça avec une formule très simple, America is back. Les États-Unis sont de retour et pour cela, ils doivent s'affronter à l'empire du mal, comme il l'appelle, c'est-à-dire l'URSS et le bloc de l'Est, le bloc communiste. Pour cela, il n'hésite pas à mettre au point un projet qu'on appelle IDS, Initiative de défense stratégique, dont le but serait de constituer un bouclier nucléaire composé de satellites qui intercepterait et détruirait des missiles nucléaires envoyés par l'URSS. Donc avec une très haute technologie qui coûte par conséquent très cher. Et bien ça pose problème. Pourquoi? Parce que ça pose problème à l'URSS. Parce que l'URSS a un nouveau dirigeant qui vient d'être élu, il est relativement jeune par rapport au précédent, il s'appelle Mikhail Gorbatchev. Et Gorbatchev, lui, il est à la tête d'un pays qui est en grande difficulté. L'URSS est engagée dans une guerre en Afghanistan dont elle a du mal à se sortir pour soutenir un gouvernement communiste. Mais surtout, le pays est en perte de vitesse économiquement, il a des grandes difficultés. Il faut donc réformer l'URSS si elle veut rester une grande puissance et pouvoir s'affronter aux États-Unis, notamment avec ce projet d'initiative de défense stratégique. C'est la raison pour laquelle Gorbatchev veut réformer en donnant dans le pays deux grands objectifs. Le premier, c'est celui de la glasnost, ce qui signifie en français transparence. Il veut que le pays ait plus de liberté. Ça permettra ainsi à ce pays de mieux s'en sortir. Et puis faire une perestroïka, c'est-à-dire une reconstruction grâce à des réformes économiques et sociales qui permettraient donc au pays d'être une puissance économique qu'elle n'est plus tout à fait. Alors la guerre froide continue, si on a bien compris, dans les années 80, et j'en veux pour preuve la carte de l'Europe. On voit ici les pays en bleu qui sont toujours les pays de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, alliés donc aux États-Unis, et en rouge ceux du pacte de Varsovie, alliés à l'URSS. Surtout, les petites flèches que vous voyez ici constituent en fait des missiles, les missiles soviétiques avec des têtes nucléaires, et du côté évidemment bleu, les missiles Pershing qui sont des missiles américains installés dans les pays, donc alliés des États-Unis, et qui sont tournés donc vers les grandes villes de l'Europe de l'Est. Donc on voit ici la portée des missiles soviétiques, et si une guerre devait éclater, eh bien toute l'Europe de l'Ouest serait rasée par les missiles nucléaires soviétiques. Inversement, on voit les grandes capitales d'Europe de l'Est pourraient être touchées par les missiles installés en Europe de l'Ouest. Mais cette situation va se calmer, car en effet, pour Gorbatchev, que l'on voit ici, il est très difficile de continuer la guerre froide. Ça coûte très cher. Et par conséquent, et considérant aussi que cette guerre est une guerre qui peut être terrible, puisqu'elle peut entraîner la destruction du monde, son but va être de se rapprocher des États-Unis, et Ronald Reagan, qui est pourtant très anticommuniste, finalement va accepter cette main tendue par Gorbatchev. Et ainsi, on les voit ensemble en 1987 signer les accords de Washington, qui sont des accords de désarmement nucléaire entre ces deux grandes puissances, notamment sur la carte de l'Europe que l'on vient de voir. Donc on a un rapprochement qui semble dire, mais ça y est, on est à la fin de la guerre froide, les deux grands présidents de chacune de ces deux puissances signent un accord de désarmement, c'est bien que les choses semblent s'arranger entre eux. C'est vrai, mais c'est pas tellement ça qui va emmener la fin de la guerre froide. Ce qui va entraîner la fin de la guerre froide, c'est en fait l'effondrement du bloc de l'Est. Et le meilleur symbole qui en existe, c'est la chute du mur de Berlin. Alors, qu'est-ce qu'il explique? C'est très simple. La fameuse glasnost voulue par Gorbatchev, cette politique de transparence, de liberté, eh bien, les habitants d'Europe de l'Est vont s'en emparer, et en particulier les Allemands de l'Est, qui sont soumis à un régime communiste, et qui décident de manifester, réclamant plus de liberté,
Et quand en octobre 1989, Gorbatchev arrive à Berlin, Est, lui, le chef du bloc de l'Est, eh bien, il rencontre le chef communiste est-allemand qui s'appelle Honecker, et quand celui-ci lui dit « mais devant ces mouvements de foule, ne devrions-nous pas utiliser la force armée afin de calmer un peu ces volontés de liberté de la population ?» Eh bien, Gorbatchev ne donne pas son accord pour utiliser les troupes soviétiques qui étaient stationnées en Allemagne de l'Est. Du coup, ces manifestations vont entraîner ce que l'on a appelé la fameuse chute du mur de Berlin. Nous sommes alors en novembre 1989, c'est un symbole évidemment de la fin de la guerre froide, puisque le mur de Berlin était un symbole de la guerre froide. Alors, ce symbole, en fait, cache bien des événements qui se déroulent dans toute l'Europe de l'Est. En effet, dans tous les pays d'Europe de l'Est, on le voit à travers ces petites cartouches rouges, avec des dates à l'intérieur, on voit il y a des manifestations, parfois même des révolutions, qui vont entraîner la chute de tous les gouvernements communistes, et des élections libres vont ainsi avoir lieu dans tous ces pays entre 1989, 1990 et jusqu'à 1991. À chaque élection organisée, les gouvernements communistes ne sont pas reconduits. C'est bien la preuve que finalement ce communisme était organisé et soutenu par l'URSS, mais pas par la volonté de la population. Donc, dans tous les pays d'Europe de l'Est, les gouvernements communistes s'effondrent. Alors la guerre froide est-elle finie? Elle est effectivement sur le point de se terminer, puisqu'il n'y a plus véritablement de bloc de l'Est. Le seul pays finalement qui reste communiste, c'est l'URSS. Mais pas pour longtemps. Parce qu'effectivement, en 1991, l'URSS, qui était donc l'union des républiques, il y avait 15 républiques qui étaient unies par un pouvoir soviétique socialiste, dont le siège était Moscou, eh bien cette union de 15 républiques va en fait éclater. Chacune des républiques va réclamer son indépendance et l'obtenir. Et c'est ainsi que l'URSS disparaît en 1991. Le symbole, c'est quand Gorbatchev, le 25 décembre 1991, à la télévision, annonce sa démission, tout simplement parce qu'il était le chef d'une URSS qui n'existait plus du tout. Et c'est ainsi que la guerre froide prend fin, puisque l'un des deux grands, l'URSS, disparaît, le bloc de l'Est ayant disparu quelque temps auparavant. La seule superpuissance qui reste alors, au début des années 90, ce sont les États-Unis. Voilà comment la guerre froide a pris fin.